Il est fascinant de constater comment la maison du rire peut se transformer en un sanctuaire de silence absolu. Louis de Funès, cet homme qui fit autrefois exploser de joie l'ensemble de la France, passa ses dernières années retranché derrière les imposantes murailles de pierre d'un domaine aujourd'hui quasiment effacé des mémoires collectives. C'est là qu'il fuyait la gloire écrasante, qu'il cultivait son jardin avec passion, qu'il écrivait en secret et qu'il rendit finalement son dernier soupir. Mais qu'a-t-il bien pu se passer derrière ces grilles impénétrables? Comment le comédien le plus adoré de l'histoire française a-t-il pu léguer une fortune aussi vide que déconcertante? Plongeons ensemble dans la vie de l'homme derrière le rire éternel. Louis-Germain David de Funès de Galarza naquit le 31 juillet 1914 à Courbevoie, en banlieue parisienne. Ses parents, des immigrés espagnols, luttaient pour s'intégrer dans ce nouveau pays. Louis grandit frêle, timide et souvent raillé pour sa petite taille. Difficile d'imaginer en lui le futur colosse de la comédie. Pourtant, ses insécurités forgèrent son expressivité physique légendaire, sa marque de fabrique incontestable. Son enfance, passée dans des appartements modestes entre les deux guerres mondiales, aiguisait son sens de l'observation des prétentions, vanité et peurs humaines, tous les ingrédients qu'il exagéra plus tard à l'écran avec un génie unique. Contrairement à bien des stars, Louis ne connut pas la gloire précoce. Pendant la Seconde Guerre mondiale, déclaré inapte au combat, il survécut en jouant du piano dans les bars enfumés de Paris. Sans renommée ni argent, mais doté d'un talent exceptionnel pour imiter les gens autour de lui. Un soir de 1945, le destin frappa. En sortant du métro, il croisa l'acteur Daniel Gélin qui lui proposa un petit rôle dans La Tentation de Barbizon. Cette rencontre fortuite marqua son entrée dans le cinéma. Pendant près de 20 ans, il demeura un second rôle. Serveur ici, commerçant là, mais volant chaque scène. Les critiques le jugeaient trop nerveux, trop vulgaire, trop populaire. Le public, lui, y voyait une authenticité rare. Au début des années 1960, la France était prête pour lui. En 1963, il obtint enfin la tête d'affiche dans Pouic Pouic. Puis l'année suivante, une série irrésistible, Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas, Le Cornio. En seulement 6 mois de 1964, il tourna 3 énormes succès, un exploit que même Belmondo ou Delon n'ont jamais accompli. Ce qui rendait de Funès unique, c'est qu'il n'essayait jamais d'être un héros. Il incarnait le petit patron, le père névrosé, le fonctionnaire mesquin que nous détestons mais qui nous ressemble. Ces personnages étaient lâches, jaloux, obsédés par le contrôle, mais toujours sauvés par une étincelle d'humanité. Le biographe Bertrand Dical a surnommé le Polichinelle de la France moderne, un homme de contradiction, à moitié tyran, à moitié enfant. Il n'est pas né star et n'a jamais couru après la célébrité. Son ambition, être simplement le meilleur des seconds rôles. Ironie du sort, cette humilité fit de lui une légende, le seul comédien français depuis Charlie Chaplin dont les films rassemblent encore 4 générations devant l'écran. Aujourd'hui, explorons sa vie cachée au château de Clermont. Ces derniers jours, la fortune envolée, les scandales familiaux, le destin de sa maison abandonnée et son héritage immortel. Préparez-vous à découvrir l'homme derrière le masque hilar. Les origines modestes et l'ascension fulgurante. Remontons aux racines de Louis de Funès, cet enfant timide qui devint un géant du rire. Né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, dans une famille d'immigrés espagnols, il grandit dans la précarité. Son père, Carlos Luis de Funès de Galarza, était un avocat espagnol déchu qui avait fui l'Espagne pour échapper à des dettes. Sa mère, Léonore Sotorogras, issue d'une famille aisée, tentait de maintenir un semblant de dignité. La famille vivait dans des appartements exigus, marqués par les odeurs de cuisine espagnole et les disputes en castillan. Louis, 3e enfant, était frêle, avec des oreilles décollées et une taille qui le complexait déjà à l'école. Les moqueries des camarades, le nain espagnol, forgeèrent en lui une rage intérieure, une hypersensibilité aux gestes humains. Il observait tout, la démarche arrogante du boulanger, les tics nerveux du voisin, les vanités des adultes. Ces observations deviendraient son arme secrète. À l'adolescence, Louis quitta l'école tôt pour travailler. Il fut tour à tour tapissier, dessinateur, vendeur de chaussures, mais sa passion était le piano jazz. Influencé par les disques américains, il jouait dans les bars de Montmartre, imitant les clients pour amuser les collègues. Pendant la guerre, exempté de service militaire pour raisons médicales, problèmes cardiaques naissants, il survécut en animant des cabarets sous l'occupation. Paris enfumé, rationnement, peur constante, il mimait les officiers allemands en cachette, risquant sa vie pour un rire étouffé. En 1945, la Libération apporta l'opportunité. Daniel Gélin, impressionné par son imitation d'un serveur maladroit, l'invita à auditionner pour La Tentation de Barbizon. Son premier rôle, un groom nerveux,
Petit, mais marquant. Les années 1950 furent celles de la galère persistante. Second rôle dans plus de 50 films, La Poison de Sacha Guitry. Ah, Les Belles Bacchantes, La Traversée de Paris. Il volait les scènes à Gabin ou Bourvil, avec ses grimaces, ses sursauts, sa voix aiguë. Les réalisateurs le trouvaient trop, les critiques vulgaires. Mais le public adorait cette énergie brute, cette vérité populaire. En 1956, La Traversée de Paris avec Bourvil le propulsa. Son Crépin, boulanger peureux, fit hurler de rire la France d'après-guerre. Pourtant, pas de tête d'affiche. Il enchaînait les cachets modestes, vivait dans un petit appartement avec sa première épouse Germaine Carroyer et leur fils Daniel. Le tournant 1963, Pouic Pouic avec Mireille d'Arc, enfin protagoniste. Le film cartonne, 3 millions d'entrées. 1964 explose, Le Gendarme de Saint-Tropez, 7,8 millions, Fantomas, 4,2 millions, Le Cornio avec Bourvil, 11,7 millions, record absolu. 3 blockbusters en 6 mois. De Funès invente un style. Comédie physique, rythme infernal, personnages ordinaires amplifiés. Il n'est pas le beau gosse séducteur comme Delon. Il est nous, le français moyen, râleur, malin, quoi mais attachant. Ses tics, yeux exorbités, mains agitées, cris stridents. Il répète des heures, impose son perfectionnisme. Sur Le Gendarme, il dirige presque, corrige les dialogues. Les réalisateurs acceptent. Son nom remplit les salles. Pourquoi ce succès? La France des 30 Glorieuses se reconnaît en lui. Boom économique, mais stress quotidien. Embouteillage, chef tyrannique, voisins envahissants. De Funès exagère ses frustrations en catharsis collective. Il tourne avec Houry, La Grande Vadrouille, 17 millions d'entrées en 1966, record mondial pendant des décennies. Avec Zidi, Broca, plus de 140 films, 300 millions d'entrées cumulées. Il devient l'acteur le mieux payé de France, devant Belmondo. Mais l'homme, obsédé par le contrôle, insomniaque, cardiaque. 2 infarctus en 1975 le forcent à ralentir. Pourtant, il continue L'aile ou la cuisse, 1976, La zizanie, 1978. Son génie? Transformer la mesquinerie en humanité. Le gendarme Cruchot est autoritaire, mais vulnérable, Fantomas terrifiant, mais comique. Biographe d'Icale, il est le miroir déformant de la société française. Anecdote de tournage abonde. Sur Rabbi Jacob, 1973, il improvise la danse acidique, répète 50 fois pour perfection. Avec Galabru, rivalité amicale. Il me volait la vedette, mais je l'adorais. De Funès refuse les Oscars étrangers, préfère la France. Il dit « Je ne suis pas un acteur, je suis un réacteur ». Son ascension, de la misère à l'icône, sans école de théâtre, par pur talent brut. Mais la gloire pèse, fan aux portes, paparazzi. Il fuit vers le château de Clermont, acheté en 1967 avec les gains de La Grande Vadrouille. Là, il jardine, écrit des scénarios jamais tournés. L'ascension fulgurante cache un homme fragile, hanté par la mort précoce, son père décédé jeune. Ces films unissent famille, grands-parents rient avec petits-enfants. Record, La Grande Vadrouille diffusée 40 fois à la TV, toujours audience folle. Aujourd'hui, analysons son style. Comédie burlesque moderne, héritier de Chaplin et Tati. Gestuelle précise, timing millimétré. Il étudiait les animaux pour mimer, singes pour agitation, poules pour panique. Influence sur Bigard, Dubosc, Gad Elmaleh. Mais de Funès reste unique. Pas de vulgarité gratuite, morale sous-jacente. Ses personnages apprennent l'humilité. Exemple, dans Le Tatoué, il est tyran, mais finit attendri. Ascension. Preuve que talent plus travail bat origine modeste. De Courbevoie au sommet, il incarna le rêve français post-guerre. La vie cachée au château de Clermont. Au sommet de sa gloire, Louis de Funès aspirait à la solitude. Après 2 crises cardiaques en mars 1975, les médecins ordonnent repos absolu. Pour cet hyperactif, c'est une torture. Il quitte Paris définitivement pour le château de Clermont, acquis en 1967 grâce à La Grande Vadrouille. Perché au-dessus de la Loire, au Cellier, 15 km de Nantes, cette demeure du XVIIIe siècle, avec 40 hectares de parcs, vignes, rosiers, étangs, devient son refuge. Autrefois animé par fête, il le transforme en havre de paix. Il jardine des heures, taille, plante tulipes, nourrit canards. Habitants le voient marcher seul, main dans le dos, méditant. Il salue poliment, mais fuyait les conversations, raconte un voisin.
Vie quotidienne rythmée. Lever tôt, prière, catholique fervent, jardinage, écriture. Il rédige mémoires inachevées, scénarios fantaisistes, refuse interview, voisin, seuls admis, épouse Jeanne Barthélemy de Maupassant, mariée en 1943, erreur script, plutôt seconde épouse, fils Patrick et Olivier. Jeanne, volontaire, gère tout, contrat, scénario, choix partenaire, insiste pour Claude Jansac comme épouse écran, confiance absolue. Couple harmonieux en public, mais complexe. Jeanne règne en maîtresse, Louis s'évade en religion, travail. Secret majeur, liaison avec Macha Béranger. Rencontrée vers 1970 lors d'émissions radio, elle anime Nocturne sur Solitude. Sensible, charmante, elle apaise son angoisse. Relation passionnée, discrète 10 ans. Il loue suite Hôtel Intercontinental Paris pour rendez-vous. Quelques pros savent. Jeanne découvre, choisit silence. Pas de scandale, mais surveillance accrue. Suisse au plateau. Malgré santé, retourne cinéma, L'aile ou la cuisse, 1976. Avec Coluche, succès énorme. Règles strictes. Pas nuit, pas voyage long, sieste 2 heures. La soupe aux choux, 1981. La zizanie. Chaque film contrôlé minutieusement. Il dirige quasi, répète obsessivement. Équipe admire discipline, craint colère. Sur papy fait de la résistance, dernier film inachevé. Château, prison dorée. 40 hectares entretenus seuls au début, puis aide. Vignes produisent vin modeste. Étant poissonneux. Il pêche, observe nature pour inspiration. Amis rares, Galabru visite, raconte parties échecs. Louis confie peur mort. Culpabilité adultère le ronge. Pris quotidiennement, confession régulière. Religion, refuge contre chaos intérieur. Jeanne protectrice, négocie cachet, refuse rôle risqué. Fils, Patrick médecin, distant. Olivier acteur puis pilote, fille ombre père. Famille unie en apparence, tension sous-jacente. Louis autoritaire à maison, comme personnage. Année 1970 à 80, ralentissement. Films espacés, mais impact intact. Château symbole retrait, de star adulé à ermite jardinier. Pourtant, rire continue via TV rediffusion. Il regarde ses films seul, rit parfois, critique souvent. Trop exagéré, dit-il. Vie cachée révèle contradiction. Tyran comique, mais vulnérable, contrôleur, mais hanté culpabilité. Clermont, lieu paix, mais isolement. Il y trouve équilibre précaire, jusqu'à fin. Anecdote, plante 1000 rosiers, nomme Jeanne. Nourrit signe, imite pour petit-fils. Écrit poésie inédite. Refuse autobiographie officielle, trop exposée. Aujourd'hui, château vendu 1986 Association handicapée. Devient résidence artiste. Parc Querelle 2024, vente évitée par préemption régionale. Esprit Louis plane, perfectionniste même mort. Vie cachée, chapitre introspection, où rire cède à silence, gloire à simplicité. Les derniers jours et la mort d'une légende. Début année 1980, Louis de Funès est légende vivante, mais homme brisé. Roi comédie avance lentement, souris forcée, cache douleur derrière, discipline faire. Chaque éclat tournage coûte cher. Poitrine serrée, main tremblante, souffle court. Refuse arrêter. Tant que j'en ris, je continue. Destin inexorable. Janvier 1983, vacances familiales aux Arcs, Savoie. Déteste froid, mais adore petite fille Julia prenant ski. Aminote, plus mince, pâle, fatiguée vite. Plaisante, air montagne remettra d'aplomb. Voyage épuise au contraire. Retour Clermont, peine montée escalier. 27 janvier 1983, journée calme maison. Soir, vertige, douleur poitrine. Jeannette couchée. Minutes plus tard, effondrement. 20h30, hôpital Nantes, crise cardiaque massive. Mort à 68 ans. France frappée tonnerre. Personne près. Spectateur grandit Rabbi Jacob, gendarme, jeune découvre TV. Gouvernement propose hommage national. Jeanne refuse. Simplicité, discrétion. Funérailles, église Le Cellier, Préloir aimé. Seuls amis, Galabru, Brosset, Fechner, habitants connus Balade-Bois. Pas caméra, discours, prière, cloche. Enterré cimetière Cellier, vue Vallée-Loire. Tombe simple, non, date. Pour Jeanne, humilité voulue. Fils aîné Daniel, premier mariage Germaine Carroyer, apprend radio. Éloigné décennie, pas invité obsèques, mention testament.
Rien laissé. Mots, pièces, adieu. Survécu, fait vie, confie amertume. Mort révèle fragilité. Cardiaque depuis jeunesse, aggravé stress. Dernier film, effort surhumain. Papy fait résistance inachevée. Réaction. Presse unanime, TV hommage. Mitterrand, perdu joie nationale. Public pleure époque. Réunion post 68. Dernier jour, mélange tendresse familiale, fatigue. À Arc, Jounet Julia, riz forcé. Retour, presse fin, confie Jeanne, fatigué mais heureux. Mort subite, mais pas surprise médecin. Autopsie confirme hémorragie cérébrale liée cœur. Héritage immédiat. Film rediffusé massivement. Grande vadrouille à Record TV. Daniel, destin parallèle, mort 2017 crise cardiaque, 80 ans. Dernier jour. Fin logique hyperactif refusant repos. Légende, c'est un silence, comme château. La fortune envolée, la vérité sur sa richesse. Mythe, star riche meurt milliardaire. Réalité, Louis de Funès laisse fortune vide 1983. Plus 50 films, 300 millions d'entrées, mais rien héritier. Énigme, comment? Clé, gestion carrière. Méfiance totale, producteur, studio, avocat. Connu pour voter jeunesse, obsédé contrôle, liquide. Biographe dical, prudence extrême. Payé correctement, chaque heure. Contrairement père, exige cachet fixe, pas pourcentage recette future. Sécurité immédiate, mais zéro royalties postérieures. Conséquence, film génère millions annuels Gaumont, Figaro, 500 000 euros en classique, rien famille. Héritier, cachet perçu vivant. Pas pauvre, bien tangible. Château Clermont principal achat. Fin 1960, gain grande vadrouille. 40 hectares vignes, bois, jardin Loire, refuge, prison. Autres, appartement Paris, voiture modeste. Pas investissement, spéculation. Jeanne hérite domaine, mais entretien impossible, taxes, réparation. 1986, vend association handicapée. Aujourd'hui résidence artiste, parc querelle. Famille, Jeanne, Patrick, Olivier reçoivent peu. Patrick médecin, Olivier pilote, vie indépendante. Choix reflète personnage, brillant, chaotique, vaincu contradiction. Donne tout tard, ignore commerce. Exemple, gendarme série rapporte des milliards rediffusions, rien de Funès. Ironie, fortune appartient public via TV, cinéma. Pas ruiné, comble les joies données. Richesses immatérielles, rire partagé. Vérité, prudence protège, mais prix véritier. Leçon, contrats d'intelligence essentiels stars. Aujourd'hui, droit géré studio, pas famille. Pétition pour musée, vaine. Fortune envolée, symbole humilité, désintérêt matériel. Le scandale de sa famille cachée et de l'amour qu'il ne pouvait avouer. Derrière rire, double vie, secret, conflit. Public, mari dévoué Jeanne, marié 1936. Non, seconde, première germaine. Jeanne, stabilité, mais contrôle absolu. Gère décision, partenaire, Jean-Sac préféré. Avant, Germaine Carroyer, épousée 1936. Vie modeste Saint-Étienne, piano-bar. Fils Daniel 1937. Divorce 1942. Louis Paris. Daniel effacé image publique. Daniel, oncle-père. Visite secrète, disque jazz, dessin. Enfant secret. Mort 1983. Apprend radio, exclut testament. Patrick, aimant, autoritaire père. Olivier, 6 films ensemble, quitte cinéma pilote. Difficile, mais humain. Appris dignité. Macha Béranger, liaison 1970, radio. Chaleur contre angoisse. Suite Hôtel Paris. Jeanne découvre, suit plateau. Macha se retire, meurt 2009 silencieuse. Vie privée. Silence secret, culpabilité, amours inavoués. Scandale, non public, mais familial. Daniel amertume, fils officiel tension. Révélation post-mortem via biographie. Homme contradiction. Tyran tendre, fidèle infidèle. Et voilà, les amis, l'histoire incroyable de Louis de Funès, un gamin moqué pour sa petite taille, devenu le roi incontesté du riz français, un génie qui a fait exploser de joie des millions de salles obscures, avant de s'éteindre dans le silence de son château bien-aimé. On a plongé ensemble dans ses origines modestes, son ascension fulgurante, sa vie cachée au milieu des rosiers, ses derniers jours poignants,
la fortune qui s'est envolée comme un gars raté, les secrets de famille qui font mal au cœur, et ce domaine de Clermont qui continue de se battre pour survivre. Ce qu'on retient, Louis n'a pas laissé des coffres pleins d'or, non. Il nous a légué quelque chose d'infiniment plus précieux, des éclats de rire qui traversent les générations, des grimaces qui font encore hurler grands-parents et petits-enfants devant la télé un dimanche soir pluvieux. La Grande Vadrouille, le gendarme, Rabbi Jacob, ces films ne vieillissent pas, parce qu'ils parlent de nous, de nos petitesses, de nos joies, de notre humanité. Alors, la grande question, est-ce qu'un homme comme lui voulait avant tout la richesse matérielle, ou la joie éternelle qu'il a semée dans nos vies? Dites-le moi en commentaire, je lis tout, et je répondrai aux plus passionnés. Si cette plongée dans l'envers du décor d'une légende vous a fait rire, réfléchir, ou même verser une petite larme, alors vous savez quoi faire. Smash le bouton like pour que l'algorithme propage ce rire à plus de monde, partagez cette vidéo à votre oncle fan de Fantôma ou à votre pote qui imite encore Cruchot, et surtout, abonnez-vous avec la cloche activée. Pourquoi? Parce que chaque semaine, on déterre une nouvelle histoire oubliée du cinéma français, des secrets de Belmondo, des coulisses de Deneuve, des mystères de Gabin. Vous ne voulez pas rater ça. Promis. Louis de Funès nous a appris une chose. Même quand tout s'éteint, le rire reste. Alors continuons à le faire vivre ensemble. À la prochaine, et que vos zygomatiques restent en forme.